Sandrine Chopin. Je vais continuer sur ce que vous venez de dire, Monsieur Sandoz. En fait, c'était ma question. C'est bon, quels sont les défis pour nous, les humanitaires, les défis opérationnels? Parce qu'évidemment, nous n'avons pas des sécurités qui sont inviolables. Il y a un facteur humain évidemment très fort. Mais est-ce que aussi nous ne détenons pas parfois des informations qui peuvent intéresser des États? Ou alors, je pensais par exemple à des informations sur la sécurité des personnels humanitaires. On s'aperçoit bien souvent qu'on fait des réunions de coordination, qu'on partage des plans de sécurité, ou en tout cas il y a des échanges sur les plans de sécurité. On sait que dans certains pays, c'est finalement extrêmement dangereux. Il y a aussi bien sûr les datas du milieu hospitalier. Est-ce que ça ne peut pas être intéressant pour certains acteurs étatiques ou non étatiques de savoir qui est hospitalisé? Alors c'est sûr que les humanitaires se sont vraiment mis à informatiser tous leurs datas. Je pense qu'on ne va pas retourner en arrière avec le papier et le crayon et les tonnes de livres à digérer chaque mois. Mais toutes ces informations sur le sexe des patients, est-ce que c'est des hommes, est-ce qu'ils arrivent d'une ethnie particulière, etc. Est-ce que ça ne peut pas impacter nos actions? Et bien sûr aussi tout ce qui est recueil de témoignages. Souvent, les acteurs humanitaires, qui sont des acteurs de terrain, font aussi du recueil de témoignages pour, par la suite, monter des dossiers de plaidoyer ou bien, même encore, aller à la CPI dans 10 ans. Donc, est-ce que ces informations, est-ce que vous avez déjà eu connaissance d'attaques ou de recueil de données par des États sur des données humanitaires? Voilà, je voudrais avoir votre impression là-dessus. Pour compléter peut-être, Sandrine, les ONG ont fait un énorme travail ces dernières années sur les questions de sécurité liées aux personnes, liées au personnel, notamment après des kidnappings ou des assassinats. Est-ce que ça veut dire que les codes de bonne conduite sur ces questions-là de sécurité, de cybersécurité, ne sont pas encore arrivés au niveau de conscience dans les ONG? Mais je dirais c'est assez simple, c'est que les ONG en ont une très grande conscience. Mais une fois que le plan est rédigé, ce plan, il est quand même informatisé quelque part. Il est dans nos données. Donc ce plan, évidemment, il est transmis sur le terrain, il est imprimé en un seul exemplaire, enfermé dans un coffre-fort, etc. Mais même, on a vu il y a quelque temps, les États nous demandent les noms, les nationalités des expatriés. Bon, on les communique de moins en moins maintenant, mais c'est quand même des données qui se promènent dans le cyberspace. Donc, comment se prémunir ? Nicolas, alors, là où il n'y a pas de doute, c'est qu'une association humanitaire est un acteur politique. Et comme tout acteur, au sens étymologique, donc comme tout acteur politique, il est évident que vous avez des compétiteurs, des gens qui souhaitent savoir ce que vous pensez, ce que vous allez faire, et que donc l'information a une valeur. Ça, c'est incontestable. Donc oui, ce serait la moindre des choses. Deuxième point, sur des personnels sur des théâtres d'opération, par exemple, les militaires ont fait le choix. Alors la France, au début, ça a été moins formalisé. Les Américains l'ont fait, puis après, il y a eu des atermoiements. Mais par exemple, de dire aussi quelles sont les données qu'on peut emporter sur le terrain. Est-ce qu'un humanitaire qui part en mission, est-ce qu'il doit avoir un téléphone portable, un smartphone avec les photos de ses enfants, et que s'il est sur un théâtre où il y a un risque, parce qu'après, ces images, ces données peuvent avoir un rôle dans la médiatisation d'une éventuelle prise d'otage ou mise en difficulté. Ça, c'est une décision que les militaires ont été obligés de prendre, de dire vous ne partez plus en opération avec des données personnelles, parce qu'elles pourraient être exploitées dès lors que vous seriez en situation difficile sur le terrain. Moi, j'ai en tête, alors, parce que spontanément, c'est une circonstance où un acteur, alors il s'avère que c'est Reporters, là je pense à une attaque concernant Reporters sans frontières, il s'avère que Reporters sans frontières avait essayé de trouver, de donner des, sans faire un guide, mais en tout cas un mode opératoire pour essayer de contourner des dispositifs de censure. Et je me souviens de cela il y a il y a 2 ans, où le site internet, il y avait une campagne d'information extrêmement efficace pour dire, en tout cas massive, pour dire n'allez pas sur le site de Reporters sans frontières, les internautes qui y iront sur le site rsf.org auront leur ordinateur contaminé. Et c'était très net
que l'idée était de dire nous allons neutraliser le pouvoir d'action d'une association humanitaire en la rendant muette, en la rendant invisible, c'est beaucoup dire, mais moins de gens iront sur son site, et pour éviter que M. Michu, Mme Michu se disent « Oula, attends, c'est quoi ces gens? Je ne veux pas prendre le risque pour moi parce que je ne sais pas, et donc je vais créer une espèce de vide autour. » Et c'est vrai que souvent pour les associations, un des drames, c'est d'être justement, de se voir rendues muettes, en tout cas de manière à ce qu'elles ne puissent pas porter leur message politique. Et c'est vrai que la difficulté dans une action comme celle-là, c'est que effectivement vous détenez des informations, mais même vos adhérents, l'argent que vous collectez, même les actions que vous menez, les pays dans lesquels vous comptez agir. Enfin, je vais faire une analogie brutale, mais c'est comme une entreprise, ce sont des éléments stratégiques. Il est évident que des États souhaiteraient, ou des organisations, même vous mettre en difficulté une organisation. Vous savez, en siphonnant des comptes, en mettant des images qui portent préjudice, en disant oui, vous savez, c'est l'association machin, mais c'est chez elle qu'on a trouvé ça. Très sincèrement, je pense que ça, c'est pas que de la paranoïa, mais de se poser la question de quelqu'un qui voudrait vous discréditer. On a l'occasion là de porter des coups à quelqu'un tout en étant à distance et en discréditant des acteurs alors même que vous pouvez constituer un péril ou un danger pour eux. Donc c'est vrai que ce sont des éléments qui sont là aussi coûteux, et je comprends que pour une association, une humanitaire, d'avoir un peu un sentiment de gâchis, de dire je vais dépenser de l'argent, enfin consacrer des moyens pour cette protection informatique qui est, voilà, ça sauve pas de vie en attendant, ou ça sauve pas, ça participe que de manière annexe à l'exercice de la mission. Je pense aujourd'hui, dans la guerre de l'image, dans la logique d'affrontement et de crédit qui est apportée, je pense que c'est certainement, et c'est pour ça que je prenais l'exemple de Reporters sans frontières, qui avait été essayé d'être discrédité ou d'être rendu inopérant, c'est certainement aujourd'hui une arme qu'il faut envisager. Yves Sandoz au CICR, par oui, exemple, non, oui, il y a des règles au CICR. Oui, tout à fait. Non, moi je ne sais pas par rapport à ce que vous avez dit. C'est vrai qu'il y a certaines informations qui sont importantes, il est important qu'elles soient connues, etc. Pour une institution, il faut avoir une politique parfaitement claire. D'abord, il faut faire ce qu'on dit et dire ce qu'on fait, à peu près. Maintenant, on ne dit pas forcément tout ce qu'on voit, hein, ou tout ce qu'on entend. Mais il faut qu'il y ait des règles claires. C'est pas pour rien, c'est pas simplement parce que c'est bien ou c'est pas bien, c'est parce qu'on se dit, pour des questions de sécurité, pour des questions de crédibilité, on le fait. Donc il faut avoir une politique claire de ce qu'on dit et de ce qu'on ne dit pas. Ça c'est le premier élément, et transparent, et que les États, tous ceux qui travaillent avec les institutions, sachent à quoi s'en tenir. Il faut pas, si on dit on ne racontera pas ce qu'on a vu, puis le jour après on le raconte quand même, évidemment on perd toute crédibilité. Donc on doit être prévisible. Maintenant, alors, le problème qui se pose, dès le moment où il y a une information qu'on ne souhaite pas transmise, comment la protéger? Et ça, on n'est pas encore au bout de notre réflexion. Il y a la responsabilité individuelle, il y a peut-être certains moyens informatiques. On est, je crois, à l'époque où j'étais directeur, on avait moins ce type de problème, mais on est en train d'y réfléchir, parce que c'est vrai que dès le moment où on annonce qu'une information ne sera pas publique, il ne faut pas qu'elle devienne publique 3 jours après. C'est une question de crédibilité, et les moyens de protéger cela ne sont pas si simples. On est en train, en tout cas, d'y réfléchir. Sans que ce soit considéré comme de la duplicité ou de la complicité. Je reprends l'exemple, le dernier sommet mondial de l'environnement, où je vous rappelle cette histoire qui a concerné les universitaires de l'université britannique d'East Anglia. Les universitaires, entre eux, qui préparaient les notes techniques à destination des gouvernements, assumaient dans leur correspondance personnelle et donc privée qu'ils allaient aggraver la nature du bilan qu'ils allaient livrer aux chefs d'État et de gouvernement de manière à susciter une réaction de leur part, en disant si on fait un tableau qui est trop, elliptique, ils ne prendront pas le sujet au sérieux. Et c'est vrai qu'en termes scientifiques, ce qu'ils ont fait est contraire aux règles académiques, aux règles d'éthique, aux règles, enfin tout ce qu'on veut. Simplement, ils ont fait un choix stratégique de dire si nous ne grossissons pas le trait, et donc effectivement entre eux, ils ont reconnu dans leur correspondance, et ça correspond un peu à ce que disait Yves Sandoz, qui est de dire à un moment quand on fait une stratégie, on peut conserver une part de confidentialité, même si la cause, l'objectif est noble et positif, ou en tout cas on peut considérer qu'il est en faveur du collectif. La seule chose, c'est que la publication de ces correspondances préalables à la tenue du sommet ont affaibli la position de ceux qui voulaient qu'on avance, et on peut souhaiter que c'était dans la bonne direction, vers une prise de conscience du débat et de la dégradation du climat. Parce qu'on a dit, mais attendez, ils se sont départis de leur intégrité et de leur honnêteté scientifique
pour faire de la politique. Et c'est vrai qu'on pourrait considérer que c'est une faute. Est-ce qu'il fallait rendre publiques ces correspondances ? Personnellement, je suis persuadé que ceux qui ont rendu publiques ces correspondances avaient une finalité politique, qui était effectivement de laminer et de faire en sorte que le sommet international n'aboutisse pas, ou en tout cas n'aboutisse sur pas grand-chose. Mais on voit bien que ce secret des correspondances, selon qu'il va être enfreint, selon les circonstances, ce sera pour une, entre guillemets, bonne cause ou pour une mauvaise cause, mais en tout cas, c'est quelque chose où, même dans un état d'esprit purement académique, ce n'est pas sans effet.